sais pas si ça fonctionne. Oui, c'est bon, Mona. C'est bon? Super. On est parti? On est parti. Ok, go. Déjà, merci Claire, merci à l'Association des archivistes français pour l'invitation à participer au mois de l'engagement. Merci également à Gabrielle Gérard, qui est sociologue de la santé, d'avoir accepté d'apporter son éclairage à la fin de notre intervention. Euh, on va commencer par se présenter toutes les trois. Donc moi, je suis Mona Lebris, je suis archiviste. J'ai travaillé pendant 3 ans pour l'association AIDE. J'étais sur un poste qui était principalement basé sur de la collecte. Et aujourd'hui, j'occupe un poste de documentaliste dans l'enseignement supérieur. Et je suis aussi membre du projet de recherche Sésame LGBT sur lequel on reviendra tout à l'heure. Donc je vais laisser la parole à Lydie et Morgane pour se présenter. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Lydie Poré. Au quotidien, je suis archiviste aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine, où j'exerce des missions de collecte et de traitement en archives contemporaines. Et je suis aussi militante au planning familial et je vais avoir l'occasion d'y revenir. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Morgane Vannehin. Donc moi je suis archiviste chez AIDE. Je suis arrivée l'année dernière comme stagiaire dans le cadre de la fin de mon master. À côté de ça, je suis aussi militante en tant que ce qu'on appelle actrice au sein de l'association, donc au sein de AIDE. Et auparavant, j'ai eu des expériences dans l'autosupport communautaire. Toutes les trois, on s'est rencontrées grâce à Twitter et, comme le disait Morgane, grâce au stage qu'elle a fait chez Ed, où j'ai eu le plaisir de l'encadrer avant de lui laisser la main. Euh, et en fait, toutes les trois, on avait vraiment envie de faire réseau, de se rencontrer entre archivistes mobilisés pour les droits à la santé sexuelle et reproductive, et puis aussi d'avoir des échanges concernant le féminisme notamment. Donc on va commencer par faire un petit point de rappel, si je réussis à changer de slide. C'est bon. Sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. Ces droits, ils font partie des droits humains, hein. Donc ils incluent le droit de tous et de toutes d'accéder sans être en but à la coercition, à la discrimination ou à la violence, à différents droits. Donc ces différents droits que vous voyez à l'écran, ils vont de l'éducation à la sexualité à l'accès à des services de santé, en passant par le soutien au choix d'avoir des enfants ou pas. Donc c'est une définition qui est assez large, mais qu'il est important de connaître, notamment pour la suite de notre présentation. Vous m'arrêtez si je vais trop vite ou s'il y a quoi que ce soit, hein. Euh, pour faire un petit point sur cette envie de faire réseau, en fait, on sait que la profession d'archiviste, elle a une longue pratique du réseau. Donc souvent pour sortir de l'isolement, on sait que c'est parfois des postes où on peut se sentir un peu seul, notamment quand on exerce dans l'associatif. On y reviendra peut-être. Donc ça peut être utile pour échanger des idées, échanger des bonnes pratiques, se conseiller. Donc nous, par exemple, l'année dernière, donc en 2021, on a organisé des séances de travail quand Morgane était encore chez Ed en stage et quand j'étais encore en poste. Donc, et durant ces séances, on a échangé avec le planning. Donc, ça nous a permis de renforcer nos pratiques et puis aussi de présenter ce qu'on faisait un peu chacun de nos côtés. Donc, c'était très intéressant et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que certes, on est deux associations, mais on travaillait pas forcément pareil. Donc cette mise en réseau, elle prend place dans un contexte actuel qui est marqué par un intérêt grandissant, qui soit de la part des militantes, des militants, des chercheuses, des chercheurs, concernant les archives féministes et les archives LGBT.
Donc, on s'est rendu compte qu'on avait quand même une forte demande sur ce type d'archives dernièrement. Et par exemple, on peut citer le numéro de la revue GLAD. Donc, c'est une revue sur le langage, le genre et les sexualités. Il y a un numéro qui est sorti fin 2021 et qui est consacré à la thématique archives, genre, sexualité et discours. Donc, on peut également citer le travail de l'association Archives du féminisme, donc qui était parmi vraiment les pionnières, ou différentes initiatives à Marseille, avec par exemple le collectif Mémoire des sexualités, ou encore avec Genre de lutte, qui porte sur la question des archives et de la documentation des luttes trans. Il y a aussi le travail du collectif Mémoire minoritaire à Lyon, ou plus récemment la super plateforme documentaire Big Data qui est dédiée aux mémoires queer et LGBTI+. Donc on vous invite à consulter tout ça si vous connaissez pas encore ces différents projets. Donc c'est des trucs qui sont vraiment stimulants et super. Et nous, en tant qu'archivistes, en tant que militantes, c'est vrai qu'on se sent toutes les trois concernées par cette effervescence et qu'on avait vraiment envie d'y contribuer. Donc là, on va vous présenter rapidement nos travaux respectifs qui, vous allez le voir, sont parfois des travaux qui sont communs. Donc au cours du webinaire d'aujourd'hui, je crois qu'on est ensemble jusqu'à 19h30. On va vous présenter 3 projets qui illustrent la diversité des engagements possibles pour les archives de la santé sexuelle et reproductive. Donc que ces engagements soient récents ou plus anciens. Donc on va le voir notamment quand Morgane va évoquer les archives de aide. Donc ces engagements, ils peuvent être portés par des bénévoles, par des salariés. Ça peut être des situations très différentes. Donc aujourd'hui, on va vous parler dans un premier temps des travaux du groupe archives du planning familial, puis des archives de aide. Et ensuite, on fera un petit focus sur la valorisation des parcours des lesbiennes militantes dans les archives et sur le projet de recherche Sésame LGBT. Suite à notre intervention, on bénéficiera de l'éclairage de Gabriel Gérard, qui, comme je le disais tout à l'heure, est sociologue de la santé et chargé de recherche à l'INSERM, et qui s'intéresse à la prévention du VIH et à la santé des minorités sexuelles et de genre. Donc là, je vais passer la parole à Lydie, qui va vous parler des travaux du groupe archives du planning. Merci Mona. Pour continuer de ma présentation, donc je suis membre du bureau confédéral du planning familial et aussi membre du groupe archives du planning avec la documentaliste Christelle Grosso et d'autres bénévoles. Donc notre groupe, il est ouvert à toute personne membre du planning qui est intéressée par la question des archives. Et notre groupe, il existe environ depuis 2017. Donc je vais vous présenter le groupe en 2 parties. Je vais commencer par une petite présentation de l'association et puis ensuite je parlerai des 4 axes de notre groupe de travail. Donc avant de rentrer dans le sujet planning, je vais parler très très rapidement des missions de l'association. Et donc si on peut avancer, merci beaucoup Mona. Donc ces missions, elles sont très en lien avec les droits à la santé sexuelle et reproductive qui ont été présentés juste avant par Mona. Il s'agit pour le planning familial d'accompagner les personnes dans l'accès à l'information pour qu'elles puissent mener leur vie affective et sexuelle comme elles le souhaitent, en faisant les choix qui leur conviennent. Et vous voyez, ça peut prendre les différentes formes que vous voyez à l'écran. Je vais vous présenter maintenant très très rapidement l'organisation du planning. Donc le planning familial, c'est une confédération, c'est pas une association nationale. Donc chaque association départementale s'organise selon des statuts communs à l'ensemble des associations départementales, mais elle gère ses priorités comme elle le souhaite. Donc au final, le planning familial, c'est plus de 100 entités, 74 associations départementales qui peuvent avoir 3 types d'agréments que vous voyez là. Donc un agrément EVARS qui permet de faire des accueils de public et de faire des interventions au milieu scolaire. Un agrément CPF qui permet, lui, d'organiser des consultations médicales et un agrément CEGID qui permet notamment de faire du dépistage. Les 74 associations départementales, qu'elles soient en métropole ou dans les DROM, sont, elles, regroupées en 11 fédérations régionales et tout ça, ça forme la confédération qui est la tête de réseau. Sur l'ensemble du planning, il y a 600 salariés, 4000 adhérents et adhérentes et environ 380 000 personnes qui sont accueillies par an dans nos différents accueils.
Alors, je vais maintenant parler plus en avant du plan d'action du groupe de travail Archives. Donc, ce plan, il a été réfléchi par le groupe de travail, donc le groupe de travail dédié qui est chargé des archives et il comporte 4 axes principaux. Tout d'abord, une meilleure connaissance des archives du mouvement. Donc, je vais régulièrement dire mouvement. Et quand je dis ça, c'est l'ensemble du planning, la confédération, les associations départementales et les fédérations régionales. À ce jour, on sait très peu de choses sur les archives du planning et on a vraiment un important travail d'état des lieux à réaliser et je vais vous expliquer plus tard comment nous nous y prenons. On essaie aussi, on tend à développer une culture interne de l'archivage, à soutenir l'information et le soutien à l'archivage. Évidemment, la question des archives, elle ne fait pas partie du quotidien et des préoccupations quotidiennes des associations du planning. Donc, on a un travail de conviction à faire, nous, le groupe Archives, en direction des associations départementales ou des membres de la Confédération. Et c'est un travail qui est très ressemblant avec celui que je peux faire dans mes missions au quotidien auprès des services producteurs. Le troisième axe, c'est le développement du lien avec le monde de la recherche et de l'archivistique. Mona le disait tout à l'heure, quand on exerce, que ce soit de manière professionnelle ou bénévole, en dehors de services d'archives, donc c'est pas des structures dont c'est le cœur de métier, c'est encore plus dans ces moments-là qu'on a besoin de faire réseau, donc j'y reviendrai. Et je voulais aussi dire que quand je vais parler de recherche, c'est la recherche au sens large et pas seulement universitaire. Et enfin, le quatrième axe, c'est la valorisation des archives du planning à tous ces échelons. Donc, pour chacun de ces axes, je vais développer et illustrer. Et donc, je vais commencer par l'axe vers une meilleure connaissance des archives du mouvement. En 2018, la Confédération a procédé au don d'une partie de ses archives au Centre des archives du féminisme à Angers. Le fonds, il a été classé par Marie Gauthier et il est coté 60 AF. Donc, l'inventaire est disponible sur le site du Centre des archives du féminisme. On a établi ensuite un récollement sommaire des archives restant à la Confédération, ce qui nous a permis en fait de dégager des priorités. Alors, c'est pas encore tout à fait merci. C'est pas encore tout à fait là, mais on va y venir. Donc, on a pu établir des priorités de traitement et en fait, on a fait le choix de commencer par les fonds des présidentes de l'association parce qu'ils ont la particularité de contenir des informations et des pièces qui sont certes disparates, mais qui sont capitales pour comprendre et pour avoir une meilleure connaissance des orientations politiques du planning familial. Donc, on a commencé par le classement des archives de Françoise Laurent, qui a été présidente nationale de 2000 à 2010. Et ce classement, il a été effectué par Laurent Aïzanon, qui était stagiaire en M2 et qui l'a fait l'année dernière. Le fonds mesure 12 mètres linéaires et il dispose désormais d'un instrument de recherche, ce qui facilite beaucoup l'accès aux documents. Et donc ensuite, on peut passer à l'état des lieux des archives du mouvement. Donc, on a vraiment à cœur de mieux connaître les archives du planning et notamment de ces entités locales et on s'y tient et c'est vraiment quelque chose de très important pour nous parce que on voit évidemment le développement d'une recherche sur les mobilisations féministes décentrées de Paris et ça nous paraît vraiment important que le rôle et la place du planning trouve sa place et puis soit analysé grâce à ces travaux d'histoire. Et pour que cette histoire se fasse, il faut que les chercheuses et chercheurs aient accès à des sources. Donc notre travail, il consiste à réaliser un état des lieux des archives des associations départementales et des fédérations. Donc vous voyez, c'est tout simplement un tableau dans lequel on relève quelques éléments d'identification de l'association, la date de création, les adresses des sites. Et puis on indique aussi nos connaissances sur les archives relatives à cette association du planning et sur d'éventuelles recherches déjà existantes telles que des mémoires de maîtrise ou de master ou aussi des livres anniversaires. Il y a pas mal de travaux bénévoles, militants qui se font au moment des anniversaires des plannings. Et puis là, pour tout vous dire, on va démarrer une série de 60 ans. Il y a eu pas mal d'associations départementales créées entre 1962 et 1965. Alors, ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que les archives relatives aux associations du mouvement, elles relèvent de 2 catégories. Il y a les archives, en fait, à la Confédération, on a des archives qui sont relatives aux associations départementales et aux fédérations. Et puis, il y a bien sûr sur place, sur site, localement, les archives des associations départementales et fédérations. Alors, pour ce qui est des archives à la Confédé,
En fait, à différentes époques, il y a eu des dossiers, en quelque sorte des dossiers individuels qui ont été mis en place, créés, alimentés pour chaque association départementale et chaque fédération régionale. Alors, une de nos premières tâches, et on en a presque fini, ça a été de compiler ces différents dossiers individuels pour n'en faire plus qu'un. Le volume de ces dossiers, il diverge beaucoup d'une association à l'autre. En tout cas, une fois regroupé, chaque dossier fait l'objet d'une description des pièces principales qui le constituent. Ces dossiers représentent un contenu a priori similaire, en tout cas en termes de typologie. Voilà, on retrouve à peu près les mêmes typologies, mais là où ça varie, c'est du coup sur le fond et parce qu'on voit vraiment que sur les méthodes d'action, de communication, voilà, là on voit vraiment la différence entre les différentes associations départementales. En tout cas, ce qui est sûr d'un dossier à un autre, c'est qu'on trouve systématiquement, et notamment pour les premières années, des informations d'administration qui sont relatives à l'association, donc tout ce qui est statut, la liste des membres du bureau, du conseil d'administration, quelques PV d'ailleurs de conseil d'administration, les rapports annuels, les budgets. Donc on a comme ça quelques éléments statistiques très intéressants. Et on a aussi des éléments sur les relations des associations locales avec d'autres structures. Certaines associations, elles ont fait parvenir leurs outils de communication. Donc, on peut avoir des bulletins d'information, des brochures de permanence à différentes époques, des plaquettes de présentation, des dépliants. Et la diversité de ces dernières pièces, elle montre vraiment la variété des engagements de chacune de ces associations départementales. Alors, ce qu'on y trouve aussi, c'est une importante correspondance entre le bureau confédéral et notamment Simone If, qui a été présidente nationale de 1973 au début des années 1980, qui était une épistolière prolixe. Et donc, on a beaucoup de ces courriers adressés aux associations départementales, puisque ces dossiers ne sont pas seulement une collection de documents reçus, mais aussi un recueil des échanges entre la Confédération et les associations départementales. Donc, à minima, quand les archives ont disparu localement, parce que malheureusement, tous les plannings n'ont pas pu jusqu'ici conserver leurs archives, à minima, ces dossiers confédéraux, ça offre une source tout à fait intéressante. Et puis ensuite, on a les archives des associations départementales et fédérations régionales qui sont, elles, sur site. Donc nous, en tant que groupe archives, on a vocation à apporter conseil, orientation aux associations départementales pour la bonne gestion de leurs archives. Alors, pour se faire une idée, en 2018, on avait proposé une enquête qu'on a diffusée dans l'ensemble du mouvement. On a obtenu, pour une enquête interne, un assez bon taux de réponse. En tout cas, c'était assez satisfaisant. Il y a 65% des entités du planning qui ont répondu. Donc, ça nous a laissé supposer que la question des archives intéresse à l'intérieur du planning. Par contre, la bonne gestion des archives est beaucoup plus sujette à préoccupation en ce qui concerne les membres du groupe archives. 25% des répondantes à l'époque évoquaient une disparition partielle, voire totale des archives les plus anciennes. Et certaines associations indiquent conserver leurs archives dans des espaces dont on peut penser avec la description qui nous en a été faite, que ce n'est pas des conservations optimales de conservation. Pour 87% des associations qui avaient répondu à l'enquête, les archives intermédiaires sont conservées dans les locaux des associations. Il peut arriver que pour des raisons de réalité géographique, les archives intermédiaires soient conservées chez des militantes sans qu'une politique de don ou de dépôt soit forcément mise en place. Et on a relevé une seule association qui a déclaré externaliser ses archives intermédiaires dans une entreprise spécialisée sans que les conditions de conservation nous aient été indiquées. 64% des associations semblent conserver moins de 10 mètres linéaires d'archives. Donc, on sait que ça n'a pas été facile pour les associations départementales de s'approprier cette notion de mètre linéaire. Donc, c'est pour ça qu'on est prudente avec ce chiffre. Mais bon, en tout cas, c'est un indicateur. Ce qu'on sait, c'est que depuis cette enquête, des contacts ont été noués avec quelques associations qui ont eu à cœur de prendre en compte le sujet des archives. Quelques dons des archives historiques à des structures institutionnelles ont été organisés. Le planning familial de Loire-Atlantique a fait le choix, par exemple, de donner son fonds au Centre des archives du féminisme à Angers, où, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà une partie des archives confédérales. D'autres associations départementales ont préféré que leurs archives soient conservées sur leur territoire et se sont donc orientées vers des établissements publics de conservation plus traditionnels, archives départementales ou archives municipales.
Donc, je vais donner quelques exemples. Les archives du planning familial de la Drôme pour la période 1962-2004 ont été données aux archives municipales de Valence. Les archives les plus anciennes du planning familial de Maine-et-Loire sont éclatées en 2 dons, l'un aux archives municipales d'Angers et l'autre aux archives départementales de Maine-et-Loire. Ce qu'on sait aussi, c'est que des échanges sont en cours avec les archives départementales des Côtes-d'Armor pour accueillir en don les archives du planning familial du département. Il s'agit de 40 cm linéaires contenant notamment des éléments statutaires ainsi que des cahiers de notes prises pendant les permanences d'accueil pour la période de 1967-2013. Alors, certaines associations ont fait elles-mêmes un travail précis et complet sur leurs archives en établissant un plan de classement et en traitant elles-mêmes les documents permettant d'aboutir à des instruments de recherche très précieux. C'est par exemple le cas pour les archives du planning familial du Rhône. Dans ce planning, les archives ont un usage militant régulier, notamment pour transmettre l'histoire et les combats de cette association et aussi pour nourrir les actions de plaidoyer du moment. Alors, je vais passer à un autre axe du plan d'action du groupe Archives du Planning, c'est le développement d'une culture interne de l'archivage, de l'information et aussi du soutien. Donc, comme on n'a pas les moyens et on n'a pas non plus vocation à classer les archives des associations membres de la Confédération, le groupe a rédigé un guide de procédure. Et quand je dis le groupe, c'est notamment Marine Viel. Et ce guide de procédure, il permet à chaque structure d'avoir une boîte à outils pour se lancer seul dans cette mission. Ce guide, il se veut très pratique, c'est vraiment des fiches de procédure pas à pas pour chacune des étapes que l'on veut suivre. Donc, par exemple, comment éliminer ses archives, comment procéder au classement de dossiers suspendus. Il comporte aussi des fiches de procédure qui permettent d'aider, par exemple, au don ou au dépôt d'archives. Ou aussi, il contient un tableau de gestion. Donc, ça permet de savoir, du coup, ce tableau de gestion, tel document, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut l'éliminer? Est-ce qu'il faut le conserver? Au bout de combien de temps? Donc, il a été largement envoyé au sein du mouvement, ce guide de procédure, et on a eu quelques retours de l'utilisation. Donc, on était très contente de ça. Un autre moment de développement de culture interne de l'archivage, ça a été malheureusement pendant un sinistre à la Confédération. En juin 2020, les caves ont été inondées de manière tout à fait classique. Enfin, voilà, ça arrive dans les vies d'archivistes d'avoir à gérer des sinistres. Et donc là, en urgence, on a mis en place un plan de sauvetage et ça a été l'occasion d'apprendre aux personnes mobilisées comment est-ce qu'on peut sauvegarder des archives qui ont subi une inondation. Et nous n'avons quasi rien perdu, donc on est très contente. Alors, le troisième axe du groupe de travail, c'est le développement du lien avec le monde de la recherche et de l'archivistique. Donc, on participe régulièrement à des événements scientifiques comme celui d'aujourd'hui ou à des temps de travail avec d'autres structures. Par exemple, en septembre 2021, on est intervenu dans une journée d'études qui était consacrée à l'histoire des structures locales du planning familial et une place importante était accordée aux archives. Donc, on y a notamment décrit notre plan d'action et nos réalisations. On a évoqué aussi le travail en réseau avec les archivistes de Aide. Et je voulais citer une autre collaboration très chouette et très fructueuse. C'est celle du planning familial des Bouches-du-Rhône et aussi de la Confédération. Donc, les deux entités collaborent également avec le MUCEM, le Musée des civilisations européennes et de la Méditerranée, qui est situé à Marseille, pour trier les archives de l'association départementale. Donc, pour nous, c'est vraiment des moments qui sont très, très importants pour faire réseau, tant avec les professionnels qu'avec les futurs utilisateurs et utilisatrices des archives. Et puis enfin, je vais passer au dernier axe de travail de notre groupe archives du planning, c'est la valorisation des archives du planning à tous les échelons. Donc, on fait régulièrement des publications Facebook depuis la page du centre de documentation pour présenter des documents. Donc ici, on voit quelques couvertures de rapport d'activité du planning familial de Paris à la fin des années 70, début des années 1980. Et donc, quand on fait des publications comme ça, on tag les archives les associations départementales concernées. Et bien voilà, j'en ai presque fini ce que je voulais vous dire pour conclure.
c'est qu'on s'appuie sur ce cercle vertueux là qu'on a pensé pour nous encourager et nous aider à réfléchir. Donc un cercle vertueux de la valorisation des archives. On sait que sans archives identifiées et classées, il n'y aura pas de recherche, en tout cas ce sera plus difficile. Et en même temps, sans sollicitation de chercheurs et de chercheuses, la mobilisation du planning familial sur ces archives sera plus difficile à maintenir. Et donc, eh bien, c'est à nous, au groupe Archives, de se mobiliser et d'agir pour que ce cercle vertueux fonctionne. Je vous remercie et je passe la parole à Morgane. Merci Lydie. Normalement, je pense que c'est Mona qui est en mode présentatrice. Il faut qu'elle me passe la main si c'est possible. Sinon, on fait comme avant, hein, si c'est pas possible. Ah, c'est bon. C'est bon, Morgane? Ouais, partage écran. Hop. Du coup, effectivement, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, on le voit, Morgane, c'est bon. Je sais Ok, pas si tu peux si tu peux peut-être passer en plein écran. en plein écran, Ouais, que ce soit pour le plus. PDF. Ouais. Bon, tant pis, je vais laisser comme ça. C'est déjà pas mal, t'inquiète. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis archiviste chez Aide, donc arrivé dans l'association depuis maintenant presque un an. Donc, dans un premier temps, je vais présenter un petit peu l'association, vous présenter la fonction archive, donc présenter mes missions au quotidien, puis terminer par quelques exemples d'archives que j'ai sélectionnées et indiquer les différentes problématiques que je peux rencontrer dans mon métier d'archiviste. Donc voilà, pour commencer, quelques éléments qui me semblent indispensables, des éléments contextuels sur ce qu'est l'association Aide. Donc avant qu'on ait été créé, il y a eu bien sûr le début de l'épidémie du VIH-Sida, avec les premières découvertes au début des années 80 aux États-Unis et en France. Avec rapidement une dérive vers une sorte de panique morale où le VIH était identifié comme étant la maladie des 4 H, 4 H étant homosexuel, héroïnomane, haïtien et hémophile. Donc voilà, il y avait cette panique morale où on parlait, ici j'ai mis des exemples, on parlait de cancer gay ou de syndrome des homosexuels. On avait beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionnait et ça touchait les populations plutôt marginalisées. 1983, c'est l'identification du virus responsable du sida en France, sachant que dans cette période, c'est une période un peu particulière. Tout à l'heure, je disais qu'il y a eu les premières découvertes aux États-Unis. C'est aussi parce qu'on était aussi dans une époque où il y avait une espèce de concours entre les différents médecins français et américains pour savoir qui avancera le plus rapidement dans la recherche et qui identifiera en premier le virus. L'élément déclencheur de la création de l'association, c'est le décès de Michel Foucault. Michel Foucault, que vous connaissez certainement tous et toutes, qui est donc décédé le 25 juin 1984 des suites d'une maladie opportuniste liée au sida. C'est son compagnon, donc Daniel Defer, qui a souhaité mettre en place l'association pour diverses raisons. Ici, dans ce PowerPoint, je vous ai mis la lettre proposant la création de l'association Aide par Daniel Defer. C'est une lettre assez intéressante et qui revient systématiquement quand on présente l'association, que ce soit en interne ou en externe, où il pose un petit peu les différents enjeux qui sont face à lui et
explique un petit peu ses motivations derrière cette création de l'association. Sachant que Daniel Defer s'est inspiré du travail notamment qu'il a fait dans les années 1970 au sein du groupe d'information sur les prisons. C'était un groupe d'information qui avait pour viser de transmettre un maximum d'informations sur les conditions de détention en France. Il s'est aussi inspiré de tout le travail qui a été effectué par la communauté gay à Londres qu'il a pu observer à l'été 1984. Voilà, il y a eu de sa part, en fait, il y a eu, quand il était au chevet de Michel Foucault, il y a eu une prise de conscience qu'il y avait un manque flagrant de transmission d'informations. C'est-à-dire que voilà, quand Foucault est décédé, il y avait à aucun moment l'information ne lui a été donnée comme quoi il était en train de mourir à cause du sida. Donc il y a eu vraiment cette volonté de la part de son compagnon de sortir un petit peu les malades du ghetto dans lequel ils étaient confinés. Donc 1984, décembre 1984, création de l'association. Très rapidement, il y a mise en place de groupes d'autosupport, mise en place d'une ligne téléphonique également, mise en place de brochures. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'apporter un maximum d'infos, transmettre les connaissances qu'on peut amasser sur le sida, sur le VIH, sur les modes de transmission, et puis aussi soutenir les personnes concernées. Donc ici, j'ai sélectionné deux archives parmi nos archives les plus anciennes, pour illustrer un petit peu ce travail de soutien, d'information, de défense et d'accompagnement des personnes séropositives. Voilà, après, on est également dans une association qui a mis très tôt en place une dimension de plaidoyer, de réforme sociale. Daniel Defer a théorisé les malades du VIH comme des réformateurs sociaux. C'est-à-dire qu'on voit très clairement que le VIH affecte surtout les populations parmi les plus marginalisées. Comment on va faire pour s'en sortir? La réponse, ce n'est pas qu'une réponse médicale, c'est aussi une réponse politique qui va se concrétiser avec la mise en place de nouveaux droits, par exemple. À titre d'exemple, dès 1987, on a une autorisation de diffusion d'informations sur les préservatifs à la télévision, parce qu'avant, il y avait une interdiction. Ou 1987, c'est aussi l'année où il y a eu une possibilité d'acheter des seringues stériles en pharmacie pour les personnes qui sont consommatrices de drogue, pour éviter de la transmission du VIH à travers le matériel contaminé. Voilà, ici, je vous ai mis deux archives que je trouve tout à fait intéressantes. Donc, vous avez à gauche SIDA, luttons avec le préservatif, ça fait partie de nos archives les plus anciennes. Et à droite, on a ce qu'on appelle, nous, un éventail de la prévention. C'est des éventails qu'on distribue lors d'événements, qu'on a aussi dans nos différents lieux de mobilisation. Enfin, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui est fortement demandé. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'établir une comparaison entre voilà, cette campagne de communication qu'on pouvait avoir au début de l'association, où la réponse était un petit peu le tout préservatif. Et aujourd'hui, le contexte n'est absolument plus le même. On a tout un éventail justement de possibilités pour faire face au VIH. Donc voilà, il y a le traitement d'urgence, la réduction des risques, le dépistage, le préservatif, la PrEP et le traitement VIH. Donc je vous invite à prendre connaissance des différentes possibilités de prévention. D'autres éléments ici factuels sur l'association. Ici, ce sont des éléments beaucoup plus récents qui me semblent d'être de 2019 sur la réalité de l'association aujourd'hui. On est présent en France métropolitaine ainsi que dans les Caraïbes. On a 72 lieux de mobilisation. Ce qu'on appelle des lieux de mobilisation, ce sont des
ce sont des permanences en fait. Mais après, on fait beaucoup de ce qu'on appelle du aller vers, où on va vers les différentes populations concernées. Hop, je passe vite fait à la fonction archive, donc qui constitue le cœur qui constitue ma fonction, donc le cœur de cette présentation. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai pu remarquer à travers les archives que j'ai étudiées ici, c'est qu'on a dès le début des années 90, on a une conscience de la valeur des archives, avec notamment des fiches techniques qui sont diffusées pour la prise en charge des archives. Voilà, dès 1999, on a une première convention avec les archives nationales pour la prise en charge de certains de nos fonds. C'est une convention qui a été signée à l'occasion d'un déménagement, qui avait une nécessité de s'occuper des archives qui étaient accumulées par l'association. Par la suite, en fait, on a eu une succession de stagiaires, puis ensuite des postes en CDD et enfin, premier CDI en 2018. Il a fallu quand même un certain temps pour que la fonction se pérennise. Donc voilà, là, je vous propose de jeter un œil à mes différentes missions, sachant que je suis chargé de mission archives et documentation. Donc concrètement, au niveau des archives, je m'occupe surtout des archives physiques, avec la gestion des 5 magasins d'archives qui sont situés au siège de l'association. Je m'occupe de la collecte, des versements des archives du réseau vers le siège. C'est un peu la particularité de Aide, c'est qu'il y a une centralisation de nos archives. Contrairement au planning familial, par exemple, et à ce que Lydie a pu vous présenter, l'ensemble des archives ont vocation à être centralisées au sein du siège de l'association, parce qu'on a une association unique en fait. On n'est pas une fédération. On l'a été à une époque, mais aujourd'hui, on est une association unique, et ce depuis 2002. Voilà, je m'occupe évidemment du classement des archives collectées, je m'occupe de la gestion des partenariats avec les archives nationales. Et puis, j'interviens aussi auprès des salariés, des militants, avec la diffusion de tableaux de gestion. Et enfin, je fais un petit peu de valorisation, notamment à travers une rubrique dans le journal Remède. Et quant à l'aspect gestion documentaire, c'est plutôt la gestion des stocks de documentaires que nous avons. Je garde un œil sur l'ensemble de nos stocks. Et je m'occupe également de la diffusion auprès de partenaires en externe, en particulier des Cégides. Les 4C, donc chez Aide, les 4C de l'archivistique que vous connaissez certainement, collecte, classement, conservation, communication. Donc je m'occupe seul de l'ensemble de ces éléments, ce qui est quelque chose d'assez complexe, ce qui demande beaucoup d'organisation, qui demande une gestion tout de même à long terme, sachant que au sein du siège, on a à peu près un peu plus de 1000 mètres linéaires d'archives que je dois gérer seul. Je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on peut avoir au niveau de nos magasins d'archives. On a des choses plus ou moins rangées, plus ou moins classées. Sachant que on a fait le choix en fait à mon arrivée dans ce poste de mettre en place un audit de la fonction pour m'aider un petit peu à organiser tout ça, parce que moi j'ai vraiment je souhaite vraiment organiser au mieux nos caves en fait, de manière voilà, au niveau physiquement, comment gérer au mieux l'ensemble de ces documents, sachant qu'on a déjà beaucoup de masse présente. Et enfin, pour terminer, je voulais vous présenter quelques exemples d'archives qu'on peut avoir au sein de Aide. On a évidemment des archives papier qui constituent la majorité de nos archives, mais pas seulement. On a aussi par exemple du textile. J'ai plusieurs cartons de t-shirts plus ou moins anciens. Certains ont presque une trentaine d'années tout de même, ce qui me pose à titre personnel des questions en termes de conservation. Là actuellement c'est dans des boîtes en plastique, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux? Est-ce qu'il n'y a pas de meilleurs moyens de conservation? En tout cas, c'est des questions qui se posent. On a aussi évidemment des archives nativement numériques, sachant que voilà, le cœur de mon métier c'est plutôt les archives physiques, parce qu'il y a énormément de choses à faire déjà.
Au niveau numérique, j'interviens surtout pour la transmission de tout ce qui est méthodologie en fait sur comment bien nommer ces documents, comment ranger ces documents, comment faire en sorte de ne pas perdre les fichiers qu'on peut avoir. Mais effectivement, on a une prolifération d'archives nativement numériques, ce qui va poser de questions pour l'avenir, comment on fait pour conserver l'ensemble de ces documents et éviter d'en perdre en fait. Enfin, on a aussi des objets. Je vous ai sélectionné 2 objets, donc à gauche, vous avez des éléments qui ont été récupérés dans un lieu de mémoire, dans une structure qui s'appelait la structure arc-en-ciel, pardon, qui a été pendant plusieurs années une structure d'accueil des personnes séropositives, un lieu qui avait vocation à être un espace de convivialité. Et dans cet espace, il y avait notamment une sorte de pièce qui était un lieu de mémoire où on avait des objets qui étaient déposés par des proches de personnes décédées des suites du sida. On a donc récupéré quelques-uns ici aux archives. Puis on a aussi ces 3 boîtes énormes de médicaments qui sont, voilà, c'est des choses qu'on utilise en manifestation. Là, notamment, c'était pour dénoncer le prix de certains médicaments anti-VIH. Voilà, ça constitue des archives, ce sont des objets, mais ça reste des archives avec tout ce que ça implique comme problématique en termes de gestion de l'espace et de conservation à moyen et à long terme. Pour conclure, je considère à titre personnel que mon métier, c'est un métier de militant autant que d'archiviste. La particularité vraiment de mon travail, c'est c'est un travail assez complexe où on est tout de même seul sur l'ensemble des fonctions de l'archiviste, ce qui pose tout de même un certain nombre de difficultés. Voilà, après, à titre personnel, je considère que ça reste quelque chose de très, très motivant, d'autant plus qu'on est sur un poste très, très particulier qui, il me semble, n'existe pas forcément ailleurs. Et voilà, à titre personnel, je suis aussi militante en dehors de mes heures de travail. Et pour moi, c'est vraiment une manière d'allier différentes facettes de ma vie de tous les jours, en fait. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que je te rends... Mona? Oui, je suis là. Je te rends peut-être Oui, contre la distance. ouais, je sais pas si tu peux couper ton partage. Attends. Hop. Ouais, super. Est-ce que tu as récupéré la main sur... Ouais, Ouais, je c'est crois bon. que c'est bon. Vous devriez voir mon écran normalement. Tout à fait. On voit ta présentation. Ok. Hmm. Hop. Bon, c'est bon. Du coup, moi, je vais vous faire un petit point sur le projet que je mène avec Lydie, qui concerne l'implication des lesbiennes dans la lutte pour les droits à la santé sexuelle et reproductive. Et après, je ferai un petit focus sur le projet Sésame LGBT. Donc déjà, pourquoi ce projet? D'où ça sort? En fait, l'idée de ce projet, elle est partie d'une discussion, d'un constat qu'on a posé avec Lydie. En fait, il nous semblait que beaucoup de lesbiennes étaient impliquées ou avaient été impliquées dans cette lutte, qu'elles étaient beaucoup à être engagées dans la défense pour les droits à la santé sexuelle et reproductive. Euh, Là, on parle notamment d'accès à la contraception ou à l'avortement ou de lutte contre le VIH. À l'époque, moi, je travaillais encore chez Aide et Lydie milite toujours au planning. Et en fait, on avait toutes les deux envie de nous retrouver autour d'un projet archive
qui nous permettrait de visibiliser et surtout de valoriser les histoires et les parcours de ces lesbiennes. Parce qu'on sait que sans elles, ces luttes, elles seraient moins fortes. Elles ont une place très importante dedans. Après, vu qu'on est toutes les deux archivistes, bah, notre souhait principal, c'était de rendre l'information accessible à des chercheurs et des chercheuses. Et on est vraiment super enthousiaste à l'idée de mettre nos compétences d'archivistes au service de cette cause, parce que bah, on sait très bien que les lesbiennes, dans la vie de tous les jours, sont particulièrement invisibilisées, et on peut le voir aussi dans les archives en fait. Donc on est toutes les deux concernées, on est toutes les deux formées à l'archivistique, et bah, on travaille toutes les deux dans ce milieu. Donc en fait, ce projet, il nous permet de contribuer, bah, comme le disait Morgane, en fait, moi je suis complètement d'accord, c'est une forme de militantisme aussi, de contribuer de notre façon d'archiviste, aux côtés d'un nombre grandissant de militantes, de militants, de chercheuses, aux initiatives de visibilisation des lesbiennes qui existent déjà aujourd'hui. Parmi ces initiatives, on peut citer par exemple le travail de la journaliste Clémence Alézard, qui fait des podcasts et aussi des articles, et notamment son papier dans le dernier numéro de la revue La Déferlante, qui s'appelait Sœurs de sang des lesbiennes dans la lutte contre le sida. Et on peut aussi évoquer la sortie du livre Écrire à l'encre violette, littérature lesbienne en France de 1900 à nos jours, qui va sortir fin mai. Donc concernant les objectifs et les inspirations de ce projet, bah, notre objectif de base, c'était déjà de pouvoir repérer les sources de l'implication des lesbiennes dans les luttes. Donc bah, il faut les trouver, ces sources, ça prend du temps. Et après, bah, on voudrait vraiment établir les parcours individuels et collectifs euh, des lesbiennes qui étaient mobilisées. En fait, on s'intéresse surtout à leur motivation, à leur engagement. Le moteur de notre projet, c'est un peu de comprendre les raisons qui les poussent à s'impliquer pour la santé sexuelle des autres, alors qu'on sait que les lesbiennes ont tendance à être moins mobilisées pour leur propre santé. Et on souhaite vraiment valoriser ces parcours en diffusant les connaissances. Donc, c'est venu d'une discussion, mais on a quand même été fortement inspiré notamment par le Métron, par le dictionnaire des féministes et aussi par la démarche de Queer Code. Queer Code, l'objectif de Queer Code, c'est de rendre visibles les parcours de vie des lesbiennes durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vrai que ça nous a beaucoup intéressé aussi. Donc pour le moment, bon, c'est encore un projet qui débute, hein, on est au tout début du projet. Et bah, pour le mener à bien, on a plusieurs actions en cours ou qu'on a envie de mettre en place. Donc notamment la constitution d'un corpus d'archives orales. Donc les entretiens ont démarré. On s'y est mise, ça devait être en janvier, je crois. On fait aussi beaucoup de recherches de fond, donc notamment aux archives recherche culture lesbienne, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. On pense aussi à proposer des sujets de mémoire à des étudiantes, parce qu'en fait, on n'a pas vocation à traiter tous les sujets qu'on découvre dans les archives, c'est juste pas possible parce qu'on travaille à côté et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et on souhaite aussi élaborer des instruments de recherche archivistique. Je doute que tout le monde soit archiviste dans le webinaire aujourd'hui, mais par exemple, quelque chose qui nous tient à cœur, ce serait de faire un guide des sources. Un guide des sources, c'est un instrument de recherche archivistique qui va décrire les fonds ou les collections qui sont relatives à un thème, peu importe où ils sont conservés ou comment ils sont classés. Personnellement, c'est un outil sur lequel j'adore travailler. J'ai plus du tout l'occasion de le faire dans le poste que j'occupe actuellement, donc c'est aussi une façon de faire des choses qu'on aime à côté du travail, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que les archivistes ont tendance à vraiment beaucoup aimer leur métier, et je crois que c'est notre cas à toutes les trois. On peut aussi proposer de l'appui au classement de fonds, et on a également envie de faire de la valorisation, donc on pense peut-être à des podcasts ou des contributions Wikipédia. Donc voilà, on a plein d'idées. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré le projet Sésame LGBT. Donc ce projet, il s'appelle Service de santé auprès des minorités LGBT.
et il bénéficie d'un financement de l'IRESP. Il est porté notamment par Gabriel Gérard qui interviendra tout à l'heure et par Élise Marcicano. Donc ce projet, il va s'appuyer sur une double enquête. Donc une étude socio-historique sur l'émergence des enjeux de santé des minorités sexuelles et de genre en France. Donc c'est plus sur ce volet-là que Lydie et moi, on peut apporter un peu notre expertise. Mais il y a aussi une étude de cas auprès de structures qui offrent des services de santé pour les personnes LGBT. Donc en fait, grâce à nos connaissances respectives, que ce soit du planning ou de aide, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a une certaine expertise sur ces questions. Et pour nous, c'est une vraie opportunité de travailler avec des chercheuses, des chercheurs, de croiser les points de vue, de partager nos connaissances. Et par exemple, pour ma part, c'est aussi une occasion de me familiariser avec le travail de recherche que je connais finalement assez mal parce que j'étais de l'autre côté, enfin du côté archiviste. Et c'est très intéressant. Donc on était vraiment ravis de rejoindre ce projet. Et on a revu du coup les priorités que je vous ai citées précédemment. On a décidé de se concentrer sur le projet Sésame et de porter notre attention plus particulièrement sur un fonds d'archives qui est le fonds d'archives du groupe Santé Lesbienne. Et ce fonds, il se trouve aux ARCL. Donc je vais vous dire deux mots rapidement des ARCL. Euh, le Centre des archives recherche culture lesbienne, il a été créé en 83 et il se trouve à la Maison des Femmes à Paris, je crois que c'est rue de Charenton. Donc de nombreuses lesbiennes ont participé à la vie du lieu, au développement du fonds. Donc il est principalement constitué de dons de militantes, d'ouvrages, il y a beaucoup de photos, de vidéos, des objets. Donc c'est vraiment un fonds qui est très riche. Et les ARCL, elles accueillent régulièrement des étudiantes, des chercheuses. Donc ça permet de faire vivre le lieu et puis surtout de laisser une trace des travaux. Donc c'est vrai qu'avec Lydie, on est vraiment contente de pouvoir exploiter les fonds qui s'y trouvent, mais on tient toutes les deux à laisser une trace de notre travail, donc en rendant nos travaux accessibles quand on aura terminé, en laissant nos instruments de recherche pour qu'éventuellement des personnes qui s'intéressent au fond puissent les exploiter plus facilement. Et c'est vrai qu'on essaye aussi de se rendre disponible pour les personnes qui auraient besoin de conseils en matière d'archivage, qui peuvent profiter un peu de notre présence. Donc pour faire un petit focus sur le groupe Santé Lesbienne, euh, c'est un groupe qui a fait beaucoup d'actions, dont la mise en place d'enquêtes et de questionnaires, euh, et qui a édité une parution qui s'appelle la feuille de consulte. Donc en fait, cette parution, elle est issue de la volonté de mettre en place une consultation gynécologique à destination des lesbiennes. Il y a 8 numéros de cette feuille de consulte qui sont parus entre 89 et 92. Donc on les a numérisés et on commence un travail un peu plus archivistique dessus. Et voilà, c'est très intéressant. Après, le fond en lui-même, il est conservé aux ARCL, il est en bon état. Donc ouais, il est vivant. C'est vrai que c'est approprié comme mot parce en fait, il est encore régulièrement alimenté. Et les typologies du fond sont vraiment très variées, quoi. Ça va du compte-rendu de réunion à des objets. Enfin, il y a des digues dentaires, par exemple. Il y a de la correspondance mélangée à des ouvrages, de la doc. Et on se rend vraiment compte qu'en fait, tout se recoupe. Enfin, la première fois où on a vraiment commencé à dépouiller le fond, moi j'ai retrouvé de la doc de aide que je cherchais depuis très longtemps. Il y a de la doc du planning dedans aussi, donc c'est vraiment très intéressant. Et ce travail archivistique qu'on fait, il va nous permettre d'exploiter au mieux le fond, mais encore une fois, enfin, c'est dans un souci de le rendre accessible à d'autres personnes. C'est vraiment c'est ça qui nous tient à cœur, quoi, de faire ce travail pour que les chercheurs puissent l'exploiter, ce qui, nous, n'est pas forcément notre but en tant qu'archiviste. Donc, concernant plus la méthodo, on a la chance de pouvoir croiser les points de vue et la méthode socio-archive. Donc, on a pris connaissance du fond en octobre, on a commencé à faire du tri et du dépouillement en novembre. Donc après, c'est un travail archivistique assez classique, quoi. Récollement, tri, classement. On commence à rédiger là l'instrument de recherche.
On a dépouillé la feuille de consulte chez nous. Enfin, on travaille un peu avec les moyens du bord. Moi, en ce moment, je suis en train de dépouiller des questionnaires. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Et ouais, encore une fois, ça permet de voir comment travaillent les chercheurs. C'est plutôt elles qui vont exploiter les données que nous, on extrait des archives. Donc, c'est vraiment passionnant. Donc, en ce qui nous concerne, l'instrument de recherche, ça prendra plus la forme d'un inventaire assez classique, en fait, où on va retrouver les dates extrêmes, l'importance matérielle, l'histoire du fond et des productrices, une biblio, des sources complémentaires. Donc voilà, on a hâte que ce soit terminé et de pouvoir le partager pour faire vivre encore plus ce fond et pour donner envie d'aller aux ARCL. Donc concernant les enjeux du sujet, bah, c'est vraiment situer, euh, situer ce groupe santé lesbienne dans le temps et dans l'espace. Enfin, par exemple, on essaye de repérer les noms de personnes, les noms de lieux qui reviennent quand on exploite ce fonds. Donc ça, c'est un vrai travail sur la sociologie du groupe qu'on fait avec notre collègue Yael Eched. Et ça nous permet, nous, d'étudier les préoccupations des lesbiennes dans les années 80-90 quant à leur santé et forcément de mesurer la place et le poids du VIH et du féminisme dans le fonctionnement et dans les actions de ce groupe. Donc c'est vrai qu'en étudiant les archives, on voit bien comment le groupe était composé, comment il travaillait. Donc c'est très intéressant. En conclusion, bah, on espère qu'on a réussi à vous donner un aperçu avec ces trois expériences différentes d'archivistes de comment on peut allier ses compétences à ses engagements plus personnels et de comment on peut, en s'engageant, concourir à la préservation des sources. Donc, c'est vraiment important pour nous de nourrir la lutte. Et on est toutes les trois, je pense qu'on est vraiment toutes les trois d'accord pour dire que archiver, c'est vraiment un geste militant. Et au-delà de ça, c'est un geste politique. Donc voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Gabriel. Et merci beaucoup. Merci Lydie, Mona et Morgane. Vous m'entendez bien? Parfait, super. Bon, alors moi, j'ai pas préparé plus que ça d'intervention. J'ai pris des notes en fait en vous écoutant, puis vous m'aviez dit de me baser sur mon expérience, de vous éclairer de mon expérience. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Moi, j'ai trouvé ça passionnant de vous écouter. Je dirais que moi, en tant que sociologue, je vois un peu trois niveaux sur lesquels il y a intérêt et richesse à ces croisements à la fois disciplinaires, intellectuels, théoriques, mais aussi très pratiques dans nos différents projets. Le premier niveau, c'est qu'en sociologie, on s'attache beaucoup, on donne beaucoup d'importance à la contextualisation. On aime bien contextualiser nos objets de recherche, les sujets sur lesquels on travaille. Et à l'intérieur de ce travail de contextualisation, ce qu'on appelle l'historicisation compte énormément. Et en tout cas, moi, c'est vraiment une voie qui m'intéresse beaucoup dans mes divers projets de recherche au cours de ma carrière. Historiciser, donc prendre en compte, c'est vraiment les déterminations historiques qui amènent aux situations qu'on connaît. Moi, je travaille plutôt sur le contemporain, mais je suis intéressé par historiciser justement les rapports sociaux. Et dans ce cadre-là, évidemment, les projets de recherche sur le VIH, sur les droits sexuels et reproductifs sont un cas d'école très intéressant. Alors à la fois parce que historiciser, contextualiser, c'est retrouver des traces. Alors moi, je participe à un projet dont un petit bout a été publié dans le numéro de la revue GLAD, dont parlait Mona tout à l'heure, sur les affiches de la lutte contre le VIH SIDA au Québec. Et donc, typiquement, on travaille sur des sources archivistiques très spécifiques que sont les affiches, parce que la lutte contre le sida était un combat très visuel à plein de niveaux. Et ça, c'est assez intéressant. On a noué un partenariat passionnant avec les archives gays du Québec à ce titre-là. Mais c'est aussi travailler sur les archives, documenter, enfin, historiciser, c'est aussi documenter les silences. Et typiquement, dans le projet Sésame LGBT, dont que vous avez très bien présenté, il y a toute une partie de cette histoire qu'on connaît, l'histoire de la santé LGBT, surtout celle qui est liée au VIH, à la mobilisation des hommes gays face au VIH.
Mais on voit bien que dès qu'on s'intéresse aux lesbiennes ou aux personnes bisexuelles, ou en tout cas à d'autres communautés qui ont été moins visibles, peut-être publiquement, médiatiquement, on a des choses à découvrir ou à compléter et à comprendre. Et notamment, et ça c'est une intuition, une réflexion qu'on a eue et qu'on a eu récemment d'ailleurs avec Louise Virol qui est dans la salle virtuelle sur les liens entre mouvements féministes et mouvements lesbiens et mouvements de lutte contre le sida. Il me semble qu'il y aura des choses à aller regarder et que les archives vont peut-être nous aider justement à comprendre ce qui s'est passé en termes de circulation ou pas finalement de savoir-faire et de compétences d'expertise militante. Donc premier point, c'est contextualiser, historiciser. Deuxième niveau, c'est en sociologie toujours et en sciences sociales, on est très intéressé à la question des méthodes. Et c'est quelque chose qui nous occupe quand même beaucoup. Alors, vous en avez parlé, c'est pour moi passionnant. Le travail d'archives, je découvre en fait aussi toute l'ampleur de ce que vous pouvez apporter, ce que vous faites. Il y a toute la dimension de l'histoire orale aussi qui est à la fois très à la mode, mais de fait parce qu'elle est très intéressante et très importante dans le domaine dont on parle. Et puis, c'est aussi les archives de la recherche elle-même. Alors, pour le coup, je sais que Renaud Chantraine, pareil, est dans la salle virtuelle, il pourra peut-être en dire deux mots. C'est un sujet qui nous intéresse bien dans mon laboratoire, dans mon équipe. La question de comment on archive aussi, enfin, de façon très réflexive, ce qu'on produit dans la recherche, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Comment on le rend accessible? Peut-être on le fait durer? Comment on le partage aussi avec d'autres chercheurs et d'autres militants, voire le grand public. Donc, c'est cette double dimension. Puis enfin, l'importance de travailler les méthodes, c'est aussi, ça s'exprime aussi de manière très concrète et matérielle. Et dans le cadre du projet Sésame LGBT, on trouve ça important de donner on a un budget en fait pour le projet, mais aussi de réserver un budget pour acheter du matériel pour permettre de l'archivage. En tout cas, Mona et Lydie pourront en témoigner. Ça fait partie des choses qu'on a commencé à faire de manière très concrète, voilà, pour soutenir leur démarche aux ARCL. Et je trouve ça, pour moi, ça fait partie de ce dialogue en fait entre chercheurs, archivistes et puis associations concernées. Enfin, troisième niveau, plus général, disons, c'est l'importance de prendre en compte l'archive et les archives comme un enjeu de lutte et un enjeu de débat. Et ça, c'est aussi, je trouve, un des intérêts de ce dialogue et de ce que peut apporter la sociologie là-dedans, c'est de toujours être attentif et attentive à ce qui se joue autour des archives. Et on sait que c'est à la fois un sujet d'intérêt, de mobilisation fort depuis quelques années, mais aussi du coup de débat, de controverses, parfois de désaccords. Et c'est intéressant de pouvoir les comprendre, les objectiver, les analyser comme étant partie prenante des démarches de recherche. Donc je dirais qu'autour de ces trois niveaux-là, on a vraiment besoin, et moi je suis ravi de ce dialogue qui est engagé avec vous comme archiviste, mais aussi avec d'autres chercheurs d'autres disciplines. Moi je suis sociologue, on travaille avec des historiens, des historiennes, des anthropologues, et c'est, il me semble, passionnant. Alors je dirais que pour terminer mon intervention puis laisser la place à la discussion, moi j'identifie un certain nombre de défis auxquels on fait face dans ce dialogue. Le premier défi, c'est la question de la temporalité. C'est sûr que en sociologie, on travaille, enfin en tout cas moi je travaille quand même plus sur des enjeux contemporains avec cette dimension, je disais, d'historicisation. Mais des fois, peut-être que nous, on s'imagine qu'on peut aller vite pour découvrir des choses ou faire ressortir des choses, et on se rend compte que voilà, dans l'archive, tout n'est pas toujours accessible tout de suite, par exemple. Et puis j'imagine qu'il y a des enjeux de durée, de temps en fait pour classer des fonds. Notamment parce que ce que je me rends compte avec l'expérience de la collaboration, c'est que vous êtes souvent relativement seul, ou en tout cas jamais assez nombreuses et nombreux pour faire votre métier. Et du coup, c'est sûr que ça ralentit forcément les démarches et que c'est frustrant, mais à la fois ça fait partie du jeu. Deuxième point, je disais qu'on collabore et on s'apprend des choses sur la méthode, mais c'est sûr qu'on n'a pas forcément les mêmes modalités de travail. Ça, je trouve ça un défi intéressant, mais peut-être qu'il y a tout un travail d'ajustement à faire, sans doute autour de ça. Troisième élément et troisième défi, c'est la question de ce que j'appellerais la restitution de nos résultats de recherche, de nos démarches de recherche. Et au-delà de la restitution, c'est l'appropriation. Et ça, alors après, ça touche, c'est transversal aux sciences sociales. C'est comment se rendre accessible au reste de la société, disons. Alors ça peut être les réseaux militants, mais au-delà. En fait, comment faire un travail qui soit discutable, appropriable par plus largement que les réseaux de la recherche. Et puis enfin, moi, ces trois derniers défis que j'aimerais nommer, mais je pense que je vais enfoncer une porte ouverte pour vous qui êtes dans ce métier-là,
c'est la question, et je me rends compte hein, sur la question des archives autour de la santé LGBT, c'est qu'il y a un certain nombre de choses et beaucoup de choses qui se sont passées dans les années 2000 et j'ai l'impression qu'ils sont presque déjà perdus au sens où beaucoup de choses se sont faites en ligne et que des fois je trouve ça vertigineux de me dire que tout un tas de sites qui ont pu être montés de mobilisation autour des enjeux trans, mais aussi des enjeux VIH ou des enjeux des bisexuels, par exemple, sont peut-être déjà plus accessibles, ou en tout cas, je ne sais même pas où les retrouver, parce que tout s'est fait en ligne et que peut-être que les choses ont disparu. Donc ça, voilà, c'est un dernier défi. Enfin, voilà, je terminerai en disant qu'il y a, pour moi, c'est des partenariats de recherche qui sont passionnants, qui sont à structurer, à penser collectivement. Voilà, le projet Sésame a été présenté, il y en a d'autres. Je collabore à un projet sur l'histoire récente de l'association AID. Donc, on a été amené, en tout cas, à discuter à la fois avec Mona et Morgane là-dessus. Et puis, dernier exemple, et puis je tends un peu la perche parce que je sais que Renaud est dans la pièce, mais il me semble que l'expérience de ce qui s'est passé au MUSEM, l'exposition sur le VIH, SIDA, l'histoire de l'épidémie n'est pas finie au MUSEM, est l'exemple même d'un partenariat dans toute sa complexité, j'imagine, entre une équipe, notamment composée d'anthropologues, et puis une institution muséale, et puis sans doute aussi des enjeux d'archives. Et je trouve ça tout à fait passionnant. Et c'est à partir de ces exemples précis, je trouve qu'on peut aussi réfléchir, des fois faire mieux, faire différemment, en tout cas, se poser les questions importantes. Merci beaucoup pour votre attention et vos présentations. Merci Gabriel. On a un peu de temps pour des questions, c'est ça Claire hein? Claire est partie, mais, Je vois oui, toujours. oui. Ok, Je crois qu'elle est restée connectée, mais elle a dû partir. très bien. Mais oui, si vous avez des questions ou... Morgane, toi, tu dois mieux savoir que moi, mais Léna Bouillard travaille sur l'archivage des sites internet lesbiens, c'est ça, hein? Oui, il me semble que c'est ça. Oui, c'est une vraie problématique qu'évoquait Gabriel, c'est la perte de toutes les données qu'on avait en ligne qui se posent déjà comme voilà, c'est un truc que j'ai pu rencontrer moi-même dans mon travail de recherche quand j'étais encore étudiante, où oui, très clairement, on a des choses qui se perdent avec des gens qui parfois en ont conscience. Et moi, je me souviens que j'étais face à une militante qui m'a dit je laisse mon vieux Skyblog uniquement pour témoigner justement de ce que j'avais fait à l'époque. Mais voilà, c'est des choses qui vont pas durer et on va perdre des sources tellement importantes. Ça implique de penser différemment la recherche et l'archivage, c'est sûr. Une question dans le chat. Une question peut-être plutôt pour les... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mettre en place une organisation des archives de l'asso LGBTI locale, mais on ne sait même pas par où commencer. C'est normal. C'est normal, oui. C'est normal. À toute fin utile, je partage le guide de procédure du planning. Ça peut guider pour toute prise en main de toute archive. Voilà, c'est plus large que les archives du planning. Et on peut vous laisser une adresse mail et échanger. En tout cas, c'est super déjà comme volonté et comme projet. Justement, il y a Sylvie qui dit « En tant qu'archiviste en département, je me demande comment aider et participer. » C'est vrai, quelqu'un qui me demande comment organiser des archives d'une asso, j'aurais tendance à spontanément la rediriger vers soit les archives municipales ou les archives départementales. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mona et Lydie. Après, ça dépend toujours du terrain. Je sais que ça dépend aussi des politiques d'archivage qu'on a dans les différents services publics d'archives.
sais pas ce que vous en Oui, moi pensez. je trouve que si, je trouve que c'est toujours une bonne solution, hein. Après, à voir s'il y a une volonté de collecte en ce sens en archives départementales ou municipales. Enfin, personnellement, c'est pas un milieu que je connais particulièrement, mais il y a des choses qui Oh. sont faites en ce sens. Mm, mm. Aux archives départementales du Nord, par exemple, tu as des fonds LGBT, enfin LGBT, je ne sais pas, mais en tout cas, tu as des fonds sur des. J'ai un copain qui travaille sur, notamment, il y a accès à des archives d'un homme qui était homosexuel et voilà, il y a des fonds sur sa vie en tant qu'homosexuel. Donc, il y a des choses qu'on peut trouver effectivement dans les archives départementales et municipales. Donc, je pense que la première démarche, le premier réflexe à avoir, c'est de se tourner effectivement vers le service public d'archives locales, voir comment ça se passe aussi avec les archivistes en question. Puis après, comment aider les assos. Mais après, comment participer? Enfin, c'est vrai que nous aussi, je pense que c'est pas pour rien qu'on s'est un peu fédérés toutes les trois. C'est une envie commune de participer, de faire bouger les choses. Et parfois, ça passe par la création de nos propres projets, en fait, je crois. Il me semble que c'est un petit peu ce qui s'est fait avec, par exemple, Big Data. Il y a un travail, je crois qu'il y a un travail de référencement des archives. Enfin, voilà, il y a aussi, il y a effectivement des choses qui se mettent en place. Après, je me dis que la problématique qu'on peut rencontrer, c'est qu'on a des archives LGBT, entre guillemets, peut-être un peu partout, mais elles ne sont pas forcément identifiées en tant qu'archives LGBT. Même au sein de HED, par exemple, j'ai trouvé des pépites dans des endroits qui me semblaient totalement. Enfin, voilà, j'ai trouvé des choses sur l'histoire trans dans des archives sur la prostitution masculine, par exemple. Enfin, il y a tout un problème de réflexion sur l'indexation, sur comment on fait pour mettre justement en valeur des archives, des communautés qu'on a longtemps oubliées. Mm, mm. Ne serait-ce que signaler qu'il y a telle archive qui existe, c'est déjà un premier pas, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas très original, mais je suis tout à fait d'accord. Oui, et peut-être que des personnes sont mieux placées que nous pour parler de ce qui se passe à Marseille et du catalogage autour de Big Data Queer. Enfin, voilà, peut-être qu'il y a des personnes mieux placées que nous. Et, eh bien, je ne connaissais pas le thésaurus qui est cité dans le chat. Moi non plus. Et j'aime beaucoup le Oui, nom. oui. Je suis sur le site en question, effectivement, c'est extrêmement. Moi non plus, je ne connaissais pas et c'est extrêmement développé. Ça peut être intéressant, oui. Ah, oui. Marie, est-ce que vous voudriez bien nous en dire un peu plus? Je me permets, pour qu'il n'y ait pas que nous à parler. C'est peut-être plus pour de l'indexation, plus d'un côté doc, non? Je sais pas. Je connais pas du tout, ça a l'air super. Il y a Sylvie qui dit je vais le proposer au groupe de travail sur l'indexation du TIF. Eh ben, c'est bien. Franchement, ça serait tellement bien, quoi, qu'il y ait quelque chose au niveau. D'accord. Ah oui, merci. Bah, super, Trop super bien. partage d'infos. Merci beaucoup. On se pose la question de quels mots utiliser, puisque les mots changent en fonction de l'époque et des représentations sociales. C'est sûr. Morgane. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis Morgane, oui. Enfin, ça, c'est pas la première fois que j'entends ça et c'est souvent par toi. Ouais, bah oui, on se posait la question sur les communautés trans, notamment, qui Mm,
le vocabulaire a énormément évolué en relativement peu de temps. Il y a 50 ans, on n'en parlait pas de la même manière qu'il y a maintenant. C'est notamment pour ça que j'ai retrouvé des choses dans prostitution masculine, par exemple. Parce qu'à l'époque, ça faisait sens, mais aujourd'hui, plus forcément. Ouais, après, j'ai tendance à penser de mon côté que c'est un parti pris. Et puis, effectivement, si le vocabulaire doit évoluer, il va évoluer de toute manière. Mais déjà qu'il y ait une indexation et puis comment dire, une identification, je trouve que c'est déjà pas mal, en fait. Ça me paraît indispensable. Donc, bon. Bah après, comme archiver et politique, je pense qu'indexer est politique également, que la façon dont on décrit, la façon dont on range les choses, ça veut dire beaucoup. La façon dont on ne range pas quelque chose Également. nous dit. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent nous faire part de leurs expériences ou de leurs questionnements, enfin, et notamment des expériences qui seraient très différentes de celles qu'on a présentées? Il y a une autre question de Marie. On procède par nature du document. C'est par rapport aux problématiques d'indexation, j'imagine, qu'elle soulevait tout à l'heure. Oui, après, si c'est pour savoir comment commencer à classer, non, on procède pas forcément par nature de document, mais Je pense que c'est peut-être un c'est... peu compliqué. Ouais. Je me disais que même des archivistes, enfin, départementaux ou municipaux, voilà, que ce soit des archives LGBT, c'est pas un problème en soi, parce qu'ils vont peut-être pouvoir vous guider sur comment concrètement on classe des archives. Ça reste des archives, peu importe le sujet. Ça peut être par nature de document, je ne sais pas. Ça, c'est une question très concrète. Ça dépend des archives que vous avez face à vous. Ça dépend ce que vous voulez en faire aussi. Et peut-être une mesure de précaution, c'est de se dire que a priori, et puis après on peut regarder de plus près, mais on peut garder un dossier tel qu'il est constitué, parce que peut-être que la constitution du dossier ne fait pas sens pour nous, parce qu'on n'a pas la clé de lecture aujourd'hui, mais que la manière dont il a été constitué a un sens, et que si on l'éclate, en fait, on va perdre la cohérence et le sens qui était donné. Donc voilà, peut-être ça c'est une précaution. Oui, ne pas commencer par éclater les dossiers parce qu'on a l'impression que ça ne fait pas sens. Par exemple, c'est très bête et tout, enfin voilà, c'est vraiment parce que je veux dire n'est pas très élaboré, mais par exemple ne pas se dire ben on va regrouper toutes les coupures de presse ensemble. Voilà, il vaut mieux vraiment garder le dossier tel qu'il est constitué, parce que voilà, s'il a été constitué comme ça, c'est que ça a un sens. Et que ça veut dire quelque chose sur les archives en plus. Après, on peut partir loin comme ça. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, j'ai Oui, si vous peut-être avez une... des questions. Ah oui, vas-y, ouais, Renaud. Moi, je savais pas, Lydie, par exemple, qu'il y avait des fédérations qui avaient déposé soit aux archives municipales, soit aux archives départementales, soit aux archives du féminisme. Je trouve ça intéressant, aussi en regard de Aide, qui a déposé une partie de ses archives aux archives nationales. Je voulais savoir si vous aviez, soit enfin, j'imagine pas dans les fiches de votre guide, mais en règle plus générale, établi une sorte de tableau pardon, de tableau de comparaison un peu qui permettent notamment aux éventuelles donatrices ou déposantes de se repérer, parce que moi c'est un questionnement que j'ai, et ça renvoie aussi à une autre question, peut-être que vous aurez la réponse, mais j'ai l'impression qu'au niveau des archives départementales, en tout cas,
il n'y a pas vraiment de règles. Je ne sais pas s'il y a une circulaire en fait qui définit un peu comment ça marche pour l'accès aux fonds d'archives privées. On a soulevé un peu ce problème-là, je crois, auprès d'un fonds d'archives privées qui a été donné qui concerne un militant et une association à Marseille qui était active dans les années 80 et qui n'est pas accessible avant 50 ans. Ce qui pose un certain nombre de problèmes par rapport à ce que vous racontiez tout à l'heure sur l'outil, en fait, la mémoire outil militante. Du coup, voilà, c'est un peu flou comme question. Il y en a deux en une, mais peut-être vous aurez des pistes parce que moi, c'est des questions qui m'intéressent. Ouais, je peux commencer à répondre. J'étais en train de regarder dans notre guide de procédure. Pour le coup, c'est une bonne question. Je crois pas qu'on ait fait qu'on soit allé dans le détail de. Enfin, on doit expliquer comment donner, comment déposer, mais pas forcément. Je sais pas si on rentre dans le détail. Il faudrait que je regarde plus de avantages, inconvénients. Et on s'est plutôt posé la question en tout cas, on encourage plutôt à ce que les archives soient conservées d'une manière ou d'une autre, hein, parce que par exemple, que ce soit à Lyon ou à Marseille, les archives, elles vont rester au sein de l'association qui ont les moyens d'en assurer une bonne conservation. Et pour les associations qui ont pas les moyens d'en assurer la conservation sur place, on incite plutôt à donner ou déposer dans un site d'archives local, en fait, pour que ça nourrisse la recherche locale. Mais aussi, ça fonctionne aussi comme ça parce que Planning est une confédération. Et c'est vrai que du coup, c'est hyper intéressant d'avoir aidé le Planning en regard parce que, voilà, forcément, du fait de la manière dont on est organisé, bah, ça a des conséquences sur la manière dont on traite nos archives. Et après, alors moi, je suis pas du tout en archive privée et j'avoue non connaissance. Donc, s'il y a des collègues ou Mona ou Morgane, vous saurez mieux que moi. Moi, il me semblait que c'était aux personnes qui donnent ou déposent d'indiquer des délais de communicabilité. Mais je me trompe peut-être. Je vois Sylvie Oui. Boudot qui hoche. Alors, je m'occupe pas d'archives privées aux archives départementales de la Vienne, mais je sais que la tendance que nous avons, c'est effectivement de demander aux déposants les délais qu'ils souhaitent appliquer. Et quand il n'y a aucune consigne qui est donnée et que alors, c'est plutôt pour des documents plus anciens, enfin des dons anciens, où on a perdu trace des donateurs ou des déposants, pardon, d'appliquer les délais généraux d'archives publiques. Et quand effectivement ce sont des données qui peuvent être considérées comme sensibles, mettant en cause évidemment la vie privée des personnes, on va avoir tendance à appliquer le délai de 50 ans prévu par la loi. Mais si un déposant ou un donataire nous dit non, mes archives sont ouvertes, on les ouvrira. Mais en l'absence de consigne, on peut être amené effectivement à considérer que ça peut mettre en cause sa vie privée et donc appliquer le délai de 50 ans archives publiques, ce qui peut s'être passé par mes collègues de Marseille. Merci beaucoup. C'est vrai que les délais de communicabilité, c'est tout un équilibre entre accès à l'information et protection de la vie privée des personnes, mais à condition que la protection n'aille pas contre eux. Enfin, en tout cas, sur la question des archives privées, oui, les choses se réfléchissent autrement. Eh bien, merci. Je pense qu'on est de moins en moins nombreux. Je vais profiter d'avoir un petit peu la parole pour vous remercier toutes et tout seul pour ce webinaire. C'était vraiment très intéressant et comme je vous disais dans le chat, oui, en tant que personne individuelle, je me demande comment je peux aider et je pense que je vais reprendre contact avec vous, Lydie Poré. Ça
voilà. Je ne sais pas ce qui se passe à Poitiers, du coup, ça pourra être intéressant et utile, j'espère. Ouais, En tout cas, très merci beaucoup. certainement. Très certainement. Merci beaucoup. Et ben, on va remercier encore une fois l'AAF. Et puis aussi, merci Gabriel d'avoir apporté ton éclairage. Et merci aux personnes qui ont assisté au webinaire.